venez de parler d'un sujet, et je vous ai entendu aussi en parler hier sur France Info, et ça m'intéresse tout particulièrement, qui est la question de est-ce que la transition écologique est-elle rentable? C'est-à-dire qu'on a nourri, pas nous, mais globalement quand même le milieu de l'entreprise à impact, etc. Et le mythe, entre guillemets, qu'on pourrait développer un financement qui serait aussi rentable que le financement classique, mais qui créerait des impacts écologiques positifs. C'est vrai que moi, personnellement, et je ne parle que pour moi, j'en reviens beaucoup, mais depuis quelques années, pour être un peu une spécialiste aussi des questions de financement. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on arrête de nourrir ce mythe et qu'on accepte de faire une passe d'une certaine manière sur une forme de rentabilité à court terme au profit d'une forme de durabilité de ce secteur financier? Et est-ce que vous avez une idée, parce que là je vous surprends un peu, parce que je n'avais pas forcément dit que j'allais vous poser cette question, mais est-ce qu'il y a un enjeu aussi à soutenir aussi un financement qui est plus durable de cette transition écologique? Parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les acteurs financiers qui sont comme l'énergie et notre fluide aujourd'hui, comme notre sang, qui est le sang de l'économie d'une certaine manière. Une finance durable, c'est là que je voulais en venir, et donc, ou une finance compatible 2 degrés, et donc une finance qui est compatible avec un monde dans lequel le PIB baisse de 2 à 3% par an tous les ans. Je vous pose la question, à vous, qui êtes dans cette salle, est-ce que vous pensez que c'est une finance qui fait la même taille que la finance qui s'exprime dans un monde dans lequel le PIB augmente de 2 à 3% par an tous les ans? Vous pouvez faire l'exercice de lever. Voilà, s'il y a une personne qui pense que oui, je veux bien qu'elle se lève. Qui ose? Bon, alors vous êtes très timide, vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui veut dire que quand le monde financier prétend qu'il va dans sa globalité devenir compatible avec une évolution qui elle-même est compatible avec une limitation à 2 degrés, il vous raconte des carabistouilles. Voilà. Et il se raconte des carabistouilles pour commencer, mais c'est normal. Tous les gens qui sont dans cette salle, ils auraient beaucoup de mal, moi inclus, à accepter que leur secteur ne peut pas globalement survivre dans la transition énergétique. Tout le monde a envie de penser que son secteur peut se transformer et survivre. C'est normal, c'est quelque chose qui est très humain. Des gens qui pensent, c'est valable dans tous les secteurs, le textile, les chaussures, l'aviation ou les parcs de loisirs. Les gens qui pensent l'inverse, c'est plutôt une exception que la règle. Mais il n'empêche qu'au regard des faits physiques, et je vous le dis alors même que Carbone 4 travaille dans le monde financier, le fait que le secteur dans son ensemble puisse rester de la même taille, voilà. Ce qui veut dire que tous les gros acteurs systémiques du secteur ne peuvent pas devenir compatibles 2 degrés. Ils ne peuvent juste pas, c'est juste en gardant la même taille. C'est impossible. Et c'est pour ça, excusez-moi, il y aura un moment de question juste à la fin. C'est pour ça qu'en fait, au mouvement Impact France, on ne va pas tant, je parle souvent au nom du mouvement parce que là, je pense que c'est important. Pour nous, il existe quand même un modèle d'entreprise sobre qui n'est pas juste sur la limitation de ses activités, mais sur la transformation. Parce que notamment la question de la consommation énergétique du milieu économique vient aussi des modèles qui ont été développés, notamment dans le secteur financier, vient du fait qu'on est dans une finance qui est très intermédiaire, avec beaucoup d'intermédiaires, et que vous imaginez que pour qu'un épargnant final ait accès à disons, les 2% de retour sur investissement par an ou d'intérêt, la cible, in fine, elle doit générer quand même une croissance qui, effectivement, elle, est incompatible avec ce scénario-là. Mais si on repense ce secteur, par exemple, sur la question des circuits courts, et les circuits courts, ça marche pour beaucoup de secteurs d'ailleurs, en désintermédiant, etc., et en repensant ce modèle financier, peut-être que là, on sera capable d'imaginer une finance qui est compatible. Mais ça demande une transformation radicale de la manière même dont fonctionnent les acteurs économiques. Et c'est ça, on a l'impression que ça manque de vision politique. On manque de vision politique sur ces sujets de transformation. Cette finance à 2 degrés, elle est parfaitement possible, juste elle sera beaucoup plus petite que la finance d'aujourd'hui. Tout à fait. Elle occupera moins de monde et elle gagnera moins d'argent. De toute façon, effectivement, vu qu'il y a 3/4 de la finance qui ne sert même pas à financer l'économie, j'espère que cette finance-là s'arrêtera bientôt. Alors, du coup, Merci. C'est mes petits bonhommes. Ça fait plaisir de savoir qu'on a tous nos petits kiffs. Alors, donc il y a cette question effectivement de la prime au vice qui était importante, que je voulais aussi reposer. Donc vous avez fait effectivement, vous dites l'impasse sur le secteur financier, etc. Est-ce que vous avez une vision comment faire en fait globalement, alors qu'on est dans une économie qui est interdépendante? C'est-à-dire comment on passe le cap, hein. On est dans une économie quand même qui est interdépendante, qui s'est fondée sur l'idée même du libre marché, qui
par ailleurs, peut avoir une forme d'autoritarisme lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il y a certaines activités qui vont être favorisées et d'autres pas, etc. Donc ce libre marché est lui-même autoritaire, mais en tout cas, c'est l'idéologie que beaucoup d'économistes libéraux qui fondent quand même 95% des personnes qui aujourd'hui conseillent les autorités politiques et les dirigeants d'entreprise pensent. Comment est-ce qu'une planification, telle que vous la présentez, qui est très juste, pourrait exister et comment est-ce qu'on pourrait la rendre acceptable finalement dans cette économie de libre marché? C'est un vrai sujet parce que en fait, la mondialisation et la libre concurrence, pour moi, sont des enfants de l'abondance énergétique. Dans un monde en croissance, vous avez peu d'effets d'éviction. Un effet d'éviction, c'est quand vous occupez une place, ça empêche les autres de l'occuper. Alors dans un monde en croissance, cet effet d'éviction n'existe pas. Je vais prendre un exemple physique. Si la taille de cette salle était en croissance perpétuelle, on pourrait en permanence accueillir de nouvelles personnes pour s'asseoir dedans et ça n'empêche pas de nouvelles personnes derrière de venir s'asseoir aussi. Vous voyez, voilà. Si au contraire la taille de cette salle était en contraction permanente, eh bien, vous comprenez bien que les gens qui sont déjà là, non seulement ils empêchent des nouveaux de venir s'installer, mais en plus, une partie d'entre eux doivent périodiquement quitter la salle parce qu'il n'y a plus de place. Donc vous voyez bien que ça ne se gère pas du tout de la même manière, l'expansion et la contraction. Et en particulier, dans une économie en contraction, vous avez un problème qui est très compliqué à gérer en permanence, c'est les effets d'éviction que vous commencez à avoir absolument partout. Ça demande des modes de raisonnement qui n'ont rien à voir avec les modes de raisonnement qu'on a aujourd'hui. Donc effectivement, le monde économique aujourd'hui ne possède pas la boîte à outils qui permet de gérer harmonieusement, sur le plan économique, ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la contraction des flux physiques. Cette boîte à outils n'existe pas. Du reste, j'avais réclamé une ou deux fois dans une sortie publique que puisque une bonne partie de la recherche en France était payée avec l'argent de mes impôts, je souhaiterais qu'au moins 5% des chercheurs en économie postulent, je dis bien postulent, un monde en décroissance et ensuite regardent ce que ça peut vouloir dire et comment est-ce que ça se gère au mieux ou au moins mal. Hein, puisque c'est l'argent de mes impôts, on peut demander à ce qu'ils fassent ça. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le refus de parler de décroissance, même si le mot, je comprends très bien qu'il puisse donner des boutons, à moi inclus du reste, c'est autre parce qu'il y a zéro plan derrière. Donc Elisabeth Borne, hier, dans son discours à une autre université d'été, pas la même, la concurrente, eh bien, elle a commencé par dire « J'appelle les gens à consommer moins d'énergie, mais enfin, j'appelle aussi à la croissance. » J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait ce numéro d'équilibrisme. Mais la raison, c'est que derrière, on est à poil. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme il n'y a pas de plan, comme il n'y a pas de boîte à outils, comme on n'y a pas réfléchi, alors le plan de transformation de l'économie française est une tentative modeste de commencer à réfléchir à ça. C'est l'ébauche, hein. Malgré la quantité de gens qui ont travaillé et malgré le temps qu'on y a passé, c'est clair qu'on n'est pas à armes égales face à des siècles et à des dizaines de milliers de personnes qui ont pensé le monde en croissance. C'est évident qu'on n'est pas à armes égales en termes de quantité de choses qu'on a regardées. Mais c'est dans cette direction qu'il faut partir et pour ça il faut repartir de la physique puisque notre problème est physique, hein, on a un problème de taille de boîte qui s'appelle la planète Terre, on a un problème d'ordre de grandeur de flux, il faut repartir de la physique et mettre de l'économie juste derrière. Et pour finir, je ne crois pas une seconde qu'on va traiter les problèmes environnementaux en les prenant sous l'angle économique. On y arrivera qu'en les prenant sous l'angle éthique. Dit autrement, l'économie doit se mettre au service d'un projet éthique, d'un projet politique. Si on en fait le déterminant de l'opportunité de faire, on ira dans le mur.